Bonjour tout le monde. Notre dernier atelier programmé dans ce congrès. Un sujet très intéressant qu'on fréquente presque quotidiennement sont les actualités d'infection urinaire présentées par Dr Oumaima Alj, un membre de MG Maroc Junior installé à Tanger. Donc, ce sera des cas cliniques interactifs. On peut prier de respecter le temps, s'il vous plaît, 45 minutes. Bonjour tout le monde, bonjour chers confrères, chers consoeurs. Je suis Dr Oumaima Alj, médecin généraliste installé à Tanger. Alors, j'ai choisi pour cet atelier de traiter le sujet des actualités des infections urinaires, tout simplement parce que c'est une pathologie qui est très fréquente dans notre pratique quotidienne. Donc, je pense qu'on doit être à jour concernant cette pathologie. Alors, pour commencer, l'infection urinaire représente l'ensemble des situations qui partagent des signes cliniques et des signes biologiques qui orientent vers l'atteinte du système urinaire. Alors, ces situations sont la cystite, la pyélonéphrite, la prostatite et les autres formes d'infection urinaire masculine. Cette infection est plus fréquente chez la femme tout simplement à cause de l'anatomie, parce que l'urètre féminin est plus court que l'urètre masculin. On distingue deux modes de transmission, la voie ascendante à partir de l'appareil digestif et la voie hématogène en cas de bactériémie importante. Alors, la classification, l'ancienne classification, on parlait d'infection urinaire simple et d'infection urinaire compliquée. Actuellement, on parle d'infection urinaire simple et infection urinaire à risque de complications. Alors, l'infection urinaire simple est caractérisée par une évolution de moins de 3 jours. C'est une femme âgée entre 15 ans et 65 ans, sans terrain à risque particulier comme le diabète, la grossesse, l'immunodépression. Il n'y a pas de contexte évocateur d'une anomalie urologique comme la vessie neurologique, la lithiase rénale. Et aussi l'absence d'épisodes d'infection dans les 3 mois précédents. Pour l'infection à risque de complications, il y a plusieurs facteurs de risque de complications. D'une part, toute anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire comme le résidu post-mictionnel, la lithiase, la tumeur ou toute cause de compression de l'appareil urinaire. Et d'autre part, on distingue les terrains à risque comme le sexe masculin, la grossesse, l'insuffisance rénale chronique, l'immunodépression, un sujet âgé ayant des caractères de fragilité. Ce sont les sujets âgés de plus de 75 ans ou bien des sujets âgés de plus de 65 ans, cumulant au moins 3 critères de fragilité selon la classification de Fred. C'est la perte de poids involontaire au cours de la dernière année, une vitesse de marche lente, la faiblesse, une faible endurance, la faiblesse ou la fatigue avec une activité physique réduite. Alors, il y a plusieurs facteurs favorisants de l'infection urinaire, parmi lesquels on distingue une anomalie de l'appareil excréteur. C'est toute anomalie favorisant la stase urinaire, comme la lithiase, la sténose, la compression extrinsèque des voies urinaires. Bien sûr, une mauvaise hygiène, aussi un facteur favorisant de la transmission des germes, comme une toilette périnéale défectueuse et l'utilisation, surtout par les femmes, accrue des bains moussants. Aussi, on trouve la constipation, les infections génitales, la grossesse. Alors, la grossesse, elle agit par 2 mécanismes, par l'action relaxante des progestérones et par l'augmentation de la pression sur la vessie au cours des derniers mois, ce qui favorise le résidu post-mictionnel et donc l'infection urinaire. Aussi, les rapports sexuels surtout non protégés et les comorbidités, bien sûr, le diabète et l'immunodépression à la tête de la liste. Concernant le diagnostic, comme vous savez tous, le diagnostic de l'infection urinaire est basé sur la clinique pour distinguer entre la cystite et la pyélonéphrite. Puis, s'il te plaît, docteur Adnan, juste pour le micro, je ne sais pas, il y a un écho. D'accord, échauffe. D'accord. Donc, je disais que le diagnostic de l'infection urinaire est basé sur la clinique. Une fois que nous avons des signes qui nous orientent, vers l'infection urinaire, on va faire une bandelette urinaire à la recherche des nitrites et des leucocytes. Alors, comme vous savez tous, la bandelette urinaire a une valeur prédictive négative chez la femme. Une fois il n'y a pas de leucocytes, il n'y a pas de nitrites, il n'y a pas d'infection urinaire. Au contraire, chez l'homme, elle a une valeur prédictive positive.
Ça veut dire, lorsqu'il y a des nitrites, lorsqu'il y a des leucocytes, il y a une infection urinaire. Par contre, l'absence des nitrites et des leucocytes n'élimine pas le diagnostic d'infection urinaire. Alors, l'examen clé pour confirmer le diagnostic de l'infection urinaire, c'est le CBU, bien sûr, qui permet la mise en évidence de la leucocyturie et aussi la présence des germes. Alors, concernant la prise en charge, en fait, la prise en charge est variable selon le site d'infection, selon le caractère simple ou compliqué de l'infection, l'écologie microbienne et sa sensibilité aux antibiotiques et le protocole. Quel antibiotique on va choisir, quel protocole on va suivre, la durée et tout ça. Donc, je vais passer maintenant au cas clinique. Je vais commencer avec notre première patiente. C'est une fille de 22 ans, sans antécédents particuliers, qui se présente avec pollakiurie, brûlure mictionnelle, miction impérieuse. À l'examen, on ne trouve pas de fièvre, pas de douleur à la palpation abdominale et pas de perte vaginale. L'état général est conservé. La bandelette urinaire montre des nitrites, des leucocytes et des hématocytes. Alors, pardon, je ne sais pas, quel est votre diagnostic ? C'est une cystite simple. Alors, on doit préciser parce qu'il y a plusieurs types de cystites, on va les voir. Il s'agit d'une cystite simple. Quelle est votre conduite à tenir? Est-ce que vous allez faire un bilan? Si oui, quel bilan vous allez faire? Vous n'allez faire aucun bilan. Pourquoi? Par quoi? Donc, vous allez faire un bilan. Vous allez faire la bandelette urinaire. D'accord. C'est ça. Alors, est-ce qu'on va faire le CBU? On va faire. Pourquoi on ne va pas faire le CBU? Exactement. Devant une cystite simple, on ne fait pas de bilan. D'accord? Donc, selon les dernières recommandations, pas de bilan devant une cystite simple. On se base juste sur la clinique et la bandelette urinaire. Alors, comment vous allez traiter cette malade? Par quel antibiotique? Pour combien de temps? Quelle molécule vous allez choisir? Normalement, on vise l'Escherichia coli. D'accord. Par quel antibiotique on vise l'Escherichia coli? Bêta-lactamine, d'accord. Donc, bêta-lactamine, c'est ciprofloxacine. Autre molécule? Bactrim, d'accord. La phosphomycine. Alors, effectivement, c'est la phosphomycine qu'on doit prescrire. On va voir pourquoi. On peut parfois la trouver, mais bon, moi je parle selon les dernières recommandations, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, pour notre malade, nous avons deux situations, soit un traitement en monodose, soit un traitement de courte durée. On va voir par quelle molécule. Donc, comment on va faire la part, comment nous allons choisir entre ces antibiotiques. Alors, on doit se baser sur 3 critères, sur l'efficacité, sur la tolérance et sur l'impact écologique. Alors, actuellement, il insiste surtout sur l'impact écologique. Donc l'efficacité, bien sûr, il faut choisir un antibiotique qui est efficace sur la bactérie qu'on vise, sur Escherichia coli, comme vous avez dit. Et aussi, ça doit être un antibiotique à bonne diffusion urinaire, à bonne diffusion dans l'arbre urinaire. Il faut aussi choisir un antibiotique qui a une bonne tolérance, donc qui va nous donner des effets secondaires minimes. Et comme je vous ai dit, il faut choisir une molécule qui a un impact écologique faible. Ça veut dire qu'on va choisir une molécule qui a un faible impact sur le microbiote intestinal, qui ne va pas affecter le microbiote intestinal. Donc actuellement, la hiérarchie est la suivante. On commence par phosphomycine, nitrofurantoine, pivméthylinam. Par contre, le C3G et les fluoroquinolones ont un impact très important sur le microbiote intestinal, donc il faut essayer de les éviter le maximum possible, sauf pour certaines situations, on va les voir après. Donc, comme je vous ai dit, pour notre malade, on est devant 2 choix, soit un traitement en monodose, soit un traitement de courte durée. Alors, quand est-ce qu'on va choisir un traitement à dose unique et un traitement de courte durée? Donc, chez une femme âgée de moins de 65 ans, en absence de grossesse, de fièvre, de douleur lombaire, lorsqu'il n'y a pas d'intervention ou d'endoscopie urologique récente dans les 3 derniers mois, aussi lorsqu'il n'y a pas une pathologie urinaire sous-jacente, il n'y a pas des facteurs de risque comme l'immunodépression, le diabète et l'insuffisance rénale, on va choisir un antibiotique qui va traiter notre malade en monodose. Donc, une prise unique, c'est la phosphomycine. Lorsqu'il y a échec du traitement en monodose ou lorsqu'il y a
des situations, par exemple, où on ne peut pas les prescrire, alors là, on va privilégier le traitement à courte durée. Donc, comme vous avez dit, en première intention, on donne la phosphomycine trométamol en dose unique, tout simplement parce qu'il a plusieurs avantages, comme une résistance minime, une bonne éradication clinique et microbiologique, une bonne tolérance, la monoprise qui favorise l'observance, l'effet négligeable sur le microbiote. En deuxième intention, on va choisir pivmicilinam avec une durée de traitement de 5 jours. Alors, il partage les mêmes avantages que la phosphomycine, c'est juste la durée de traitement qui est variable. La phosphomycine, c'est monoprise, la pivmicilinam, c'est une prise de 5 jours. En troisième intention, il n'y a pas vraiment de choix optimal. Alors, il n'est pas recommandé d'utiliser les fluoroquinolones, tout simplement parce qu'il faut les réserver pour des infections qui sont beaucoup plus sévères et parce qu'actuellement, il y a des bactéries qui sont très résistantes aux fluoroquinolones. C'est pourquoi on privilégie la phosphomycine. Il n'est pas aussi recommandé d'utiliser nitrofurantoine parce qu'il a une toxicité, même si elle est rare, mais on a trouvé des cas de toxicité hépatique et pulmonaire par nitrofurantoine. Et il faut essayer aussi d'éviter la cotrimoxazole et la trimethoprim parce qu'ils ont aussi un taux de résistance un peu élevé, proche de 20%. Donc voici un arbre décisionnel qui regroupe, qui montre la prise en charge de la cystite simple. Donc comme on a dit, il faut essayer de choisir en première intention la phosphomycine. Alors, notre deuxième cas clinique, notre deuxième patiente, c'est une femme de 78 ans qui a comme antécédent le diabète type 2 sous antidiabétiques oraux, qui se présente pour des brûlures mictionnelles, dysurie et douleurs suspubiennes depuis 24 heures sans fièvre. À l'examen, il n'y a pas de fièvre, pas de douleur à la palpation abdominale, pas de perte vaginale, l'état général est conservé. On a fait une bandelette urinaire qui objective la présence des nitrites, des leucocytes et des hématies. Quel est votre diagnostic? Cystite compliquée, d'accord. D'accord. En fait, c'est une cystite à risque de complications. D'accord? Ce n'est pas simple, c'est à risque de... Non, simple, il n'y a pas de risque de complications. À risque de complications, il y a des facteurs de risque de complications. Donc, c'est une cystite à risque de complications. Quels sont les critères qui permettent de définir une infection urinaire à risque de complications? C'est l'âge qui est supérieur, exactement, l'âge qui est supérieur à 75 ans et la présence de diabète. D'accord? Alors, est-ce qu'on va faire un bilan? C'est oui. Lequel? On va faire le CBE. D'accord. D'autres bilans? D'accord. Alors, selon les dernières recommandations, le CBE est systématique, tout simplement parce que c'est une cystite à risque de complications. Puis, on va faire un bilan étiologique qui sera discuté cas par cas, selon chaque malade, selon chaque situation clinique. Comment vous allez traiter votre malade? D'accord, donc selon les résultats de l'antibiogramme. Alors effectivement, en cas de cystite à risque de complications, il faut essayer le maximum possible de différer le traitement jusqu'à l'obtention des résultats de l'antibiogramme. D'accord ? Tout simplement parce que c'est une cystite à risque de complications, donc il faut choisir un antibiotique qui est efficace. Alors il faut éviter la prescription d'un antibiotique à large spectre, même pendant une courte durée. Quand je dis d'un antibiotique à large spectre, je dis les fluoroquinolones. Donc éviter l'utilisation des fluoroquinolones, même pour une courte durée, parce que tout simplement c'est une cystite à risque de complications. Il faut préserver cette molécule quand on va développer les complications. En fonction des données de l'antibiogramme, on utilise en première intention l'amoxicilline, en deuxième intention pivmicilinam pour une durée de 7 jours, nitrofurantoine aussi pour 7 jours, la phosphomycine en quatrième intention avec 3 doses espacées de 48 heures et en dernier la trimethoprim pour une durée de 5 jours. S'il vous plaît, une petite question. Peut démarrer l'antibiothérapie prophylaxique en attendant le résultat de l'ECBU. Parce que le résultat est... C'est ce que... Ça va tarder, au moins 48 heures. Après, on peut changer en fonction de... Exact. Et si par exemple c'est une cystite qui est mal tolérée, on peut commencer, comme vous avez dit, une antibiothérapie. Mais il faut... Oui.
Et après, parce On que dit à la patiente, une fois que vous ayez votre prélèvement, Mhm. rentrez chez vous et commencez le traitement. voilà, Oui, exactement. c'est ça. Si on commence le traitement, parce que déjà, pour la cystite, le grand problème pour nous, c'est des patients qui sont déjà passés par le pharmacien. Oui. Donc, elle vient avec la persistance des brûlures mictionnelles et Oui. parfois de l'hématurie terminale. D'accord. Et notre souci, que si on fait le CBE, on n'a rien. D'accord. Et pour le CBE, j'ai remarqué que la plupart du temps, c'est un enseignant, ils ne testent pas une céphalo troisième génération qu'on peut donner chez la femme. Ils ne la testent pas, ils mettent plusieurs céphalos en injectable et la seule en oral, ils ne la testent pas et elle est efficace. Parce que l'amoxicilline, il y a toujours une résistance. Il est résistant. D'accord. C'est pour ça qu'on privilégie actuellement la phosphomycine, parce que jusqu'à maintenant, vraiment, bon, Anna, je parle de ce qui est recommandation. Bien sûr, en pratique, exactement, il n'est plus. Mais moi, personnellement, je prescris la phosphomycine qui n'est des malades qui le je sais pas. Non, qui n'est des malades, qui n'est je sais pas. Mais bon, moi, sur Tanger, je la prescris pour les malades. Je sais pas, mais bon, il la trouve. Mais d'accord. C'est quand ils viennent déjà traités, et il n'y a pas de. On a les mains sorties. Qu'est-ce qu'on va donner, surtout pour sujet âgé et femmes enceintes? On va voir pour la femme enceinte qu'est-ce qu'on peut prescrire. Alors, dans les cas où on ne peut pas différer le traitement, on peut donner nitrofurantoine, la phosphomycine, trométamol. Alors, la cefixime et les fluoroquinolones ne sont plus recommandés, comme je vous ai dit, parce qu'ils ont un impact important sur le microbiote intestinal. Bien sûr, le reste de suivi est comme la cystite simple, pas de consultation de contrôle et pas de CBE de contrôle. Donc voici un schéma qui regroupe tout ce qu'on vient de voir concernant le traitement de la cystite à risque de complications. C'est bon. Alors, le troisième cas clinique, c'est une femme de 54 ans, multipare, qui présente comme antécédent 6 à 7 épisodes de cystite, plus ou moins bien traité selon elle. Actuellement, il se présente pour pollacurie puis une hématurie. À l'examen, pas de fièvre, pas de douleur à la palpation abdominale, pas de perte vaginale. L'état général est conservé. La bandelette urinaire montre des nitrites, des leucocytes et des hématies. Quel est votre diagnostic? D'accord. Alors, comment vous définissez une cystite récidivante? Non, la définition sur les papiers, comment on la définit? En fait, une cystite récidivante est définie par la survenue d'au moins 4 épisodes de cystite exactement, en 11 mois. D'accord? C'est ça la définition de la cystite récidivante. Est-ce qu'on va faire un bilan? C'est oui, lequel? On va faire le CB. Pardon? D'accord. Alors, pour les premiers épisodes, le CBE est indiqué. Donc, au début, il faut faire un ECBE, c'est systématique. Alors, lorsque ça se répète beaucoup, alors là, on est obligé de faire un bilan étiologique pour voir s'il y a une neuropathie sous-jacente. Il faut faire minimum une échographie pour voir s'il y a un problème dans l'arbre urinaire, pour mesurer aussi le résidu post-mictionnel. Puis après, on peut discuter l'uroscanner, la cystoscopie, la cystographie par voie rétrograde et une évaluation gynécologique chez les femmes. Comment nous allons traiter cette malade? Constipée chronique, c'est le côlon irritable. D'accord. La plupart des femmes qui sont constipées, ils ont les infections. Alors là, il faut traiter la constipation. Exactement. Oui. Oui. Alors, comment nous allons traiter cette infection, cette cystite récidivante? Par quelle molécule on va la traiter? Pour combien de temps? L'antibiothérapie qui est sensible au niveau de CBE, avec le traitement de longue durée. D'accord.
Quels sont ces traitements de longue durée? Vous parlez de l'antibioprophylaxie? D'accord. D'accord. Alors, en fait, devant les cystites récidivantes, il y a deux cas de figure. Il y a la cystite récidivante sans facteur de risque de complication et il y a la cystite récidivante avec des facteurs de risque de complication. Pour la cystite récidivante sans facteur de risque de complication, le traitement est similaire à la cystite simple. Ça veut dire la phosphomycine en première intention et la pivmécylinam en deuxième intention. Pour la prophylaxie, actuellement, on privilégie les mesures non antibiotiques. Quand je parle des mesures non antibiotiques, on parle d'une bonne hydratation, un apport hydrique minimal de 1,5 litre par jour, la régularisation du transit intestinal, la constipation, l'arrêt des spermicides et les oestrogènes en application locale chez les femmes ménopausées, bien sûr après avis gynécologique. L'antibioprophylaxie, actuellement, il n'est plus recommandé. Il est recommandé juste chez les femmes qui font un épisode de cystite par mois. Alors, l'antibioprophylaxie utilise la trimethoprim, la sulfaméthoxazole trimethoprim, cotrimoxazole et la phosphomycine. D'accord? Donc, l'antibioprophylaxie, on essaye de l'éviter le maximum possible, sauf chez les femmes qui font une infection, une cystite chaque mois. Pour les cystites récidivantes avec des facteurs de risque de complications, il n'y a pas vraiment de recommandations codifiées, c'est cas par cas. Alors, on va discuter chaque malade, chaque situation à part. Alors, voici un schéma qui résume tout ce qu'on vient de dire sur les cystites récidivantes. Alors, la quatrième patiente, c'est une patiente de 28 ans, instructrice, pas d'antécédents particuliers, qui se présente avec une fièvre à 40, frissons, douleur lombaire unilatérale précédée il y a quelques jours par brûlure mictionnelle. Son état général est conservé. La bandelette urinaire montre des nétrites et des leucocytes. Quel est votre diagnostic? C'est une pyélonéphrite. Quel type de pyélonéphrite? D'accord, aiguë. Simple, exactement. C'est une pyélonéphrite aiguë, simple. Alors, est-ce que nous allons faire un bilan? Si oui, lequel? Et l'échographie. D'accord. Et comment vous allez traiter la pyélonéphrite? C'est en fonction de l'ECB. D'accord. Alors, pardon? D'accord. Alors, en fait, devant la pyélonéphrite, il y a trois situations. Il y a la pyélonéphrite simple, il y a la pyélonéphrite sans signe de gravité, mais avec des facteurs de risque de complications, et il y a la pyélonéphrite grave. Donc, les bilans et la conduite à tenir thérapeutique sont variables selon chaque type de pyélonéphrite, ou la prise en charge d'IAL. Comme vous savez tous, la plupart des pyélonéphrites se traitent en ambulatoire. C'est rarement qu'on hospitalise des pyélonéphrite, mais lorsqu'on doit hospitaliser, il y a des indications. Alors, on doit hospitaliser lorsqu'il y a des signes de gravité qu'on va les voir après, une forme hyperalgique, incertitude diagnostique, des vomissements rendant le traitement oral impossible, doute concernant l'observance et la possibilité de la surveillance, un traitement antibiotique à prescription hospitalière et la décompensation d'une comorbidité. Pardon? On va voir le cas de la femme enceinte. Alors, en cas de pyélonéphrite sans signe de gravité, les bilans ne sont pas vraiment nécessaires. Les hémocultures, l'NFS, la CRP et le bilan rénal ne sont pas vraiment nécessaires. On peut traiter sans faire de bilan. Pour l'imagerie, on peut aussi ne rien faire, surtout pour la PNA simple non hyperalgique. Par contre, il faut faire une échographie pour la PNA à risque de complications, pour les formes hyperalgiques et en cas d'évolution défavorable après 72 heures de traitement. Alors, pour la PNA simple, l'antibiothérapie probabiliste repose sur les fluoroquinolones, sauf si prescription antérieure dans les 6 mois précédents. Donc là, on va utiliser les fluoroquinolones parce que c'est une infection plus ou moins grave.
En cas de prise de fluoroquinolone dans les 6 mois qui précèdent, l'alternative est les céphalosporines de 3e génération. Si on peut utiliser ni le fluoroquinolone ni les C3G, on peut discuter une aminoside. Alors, les durées recommandées de traitement sont actuellement de 7 jours pour les fluoroquinolones et les bêta-lactamines injectables, et la durée est de 10 jours pour les autres antibiotiques. En cas de PNA sans signe de gravité, mais avec des facteurs de risque de complications, alors celle-ci relève de la même stratégie d'antibiothérapie probabiliste, mais là, on va privilégier les C3G des fluoroquinolones. Donc, on va faire le contraire. La durée de traitement de PNA à risque de complications est de 10 à 14 jours, mais si la bactérie en cause est sensible à l'antibiothérapie, on peut se limiter juste à 10 jours. L'antibiothérapie de relais relève de l'amoxicilline ou bien l'amoxicilline, acide clavulanique, fluoroquinolone, cefixime ou lacotrimoxazole. Alors, la surveillance est essentiellement clinique. On ne va pas demander de CBU de contrôle, sauf si échec clinique de traitement ou bien de récidive symptomatique. Là, on va demander un ECBU de contrôle. Pour la pyélonéphrite grave, alors les critères de gravité, c'est un score de Quick-SOFA qui est supérieur ou égal à 2. C'est un score qui définit la présence ou non du sepsis. Anciennement, on parlait de sepsis grave. Un choc septique. L'indication d'un geste de drainage hors sondage vésical simple implique une stratégie qui est plus sécurisée, plus complexe. Donc là, les hémocultures, l'NFS, la CRP et le bilan rénal sont indiqués. On doit les faire et il faut faire une échographie, voire même un neuroscanner en urgence ou bien dans les 24 heures. Pour tous les cas de PNA grave, une bithérapie associant une bêta-lactamine avec une aminoside est recommandée. Actuellement, c'est l'amicacine qui est recommandée et non pas la gentamicine. Alors, pour les patients qui présentent des éléments de gravité, un score de Quick-SOFA qui est supérieur ou égal à 2, comme je vous ai dit, anciennement appelé sepsis sévère, mais sans choc septique, ou bien qui doivent bénéficier d'un geste urologique et n'ayant pas d'antécédents d'infection urinaire dans les 6 mois précédents, relèvent d'une C3G associée à l'amicacine. Alors là, la bêta-lactamine qu'on va choisir, c'est les céphalosporines de 3e génération. En cas d'antécédents d'infection urinaire dans les 6 mois précédents, on va utiliser les carbapénèmes. Chez les patients qui ont un état de choc septique, on va commencer d'emblée par les carbapénèmes. La durée de traitement est de 10 jours. La surveillance est essentiellement clinique. Même ici, on ne va pas faire de CBU, sauf en cas, de PNA sur lithiase. Donc, voici le schéma qui représente tout ce qu'on vient de discuter. Le 5e cas clinique, c'est une femme de 25 ans, premier geste, enceinte de 33 semaines d'aménorrhée, qui vient consulter pour l'apparition brutale d'une fièvre à 39 avec des frissons. À l'examen clinique, on trouve des bruits du cœur positifs, la hauteur utérine à 29 cm, des mouvements actifs fœtaux qui sont présents, quelques contractions utérines ressenties douloureuses régulières, douleur à la palpation de la fosse lombaire droite, au toucher vaginal, le col émilon postérieur ouvert à un dos. Alors, c'est quoi le diagnostic ? C'est une pyélonéphrite chez une femme enceinte. Alors, est-ce qu'on va faire un bilan? Si oui, lequel? D'accord. 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 Quoi d'autre? C'est une femme enceinte. Un nervus gynéco plutôt. Oui, il y a un risque d'accouchement prématuré. Donc, oui. Alors, l'hospitalisation est usuelle, le CBE systématique, la vie obstétricale, bien sûr. Les hémocultures sont indispensables si forme sévère ou bien doute diagnostique et l'échographie des voies urinaires qui doit être faite en urgence si des formes sévères ou hyperalgie. Alors, comment nous allons traiter cette malade? D'accord. Oui, en hospitalisation, mais par quelle molécule en hospitalisation? D'accord. Alors,
Pour l'antibiothérapie de la pyélonéphrite, on commence tout d'abord par une antibiothérapie probabiliste. C'est la C3G parentérale. En cas d'allergie, on va donner la ciprofloxacine. Donc, anciennement, on disait que les fluoroquinolones sont contre-indiqués chez les femmes enceintes, mais actuellement, la ciprofloxacine est la seule molécule qui est autorisée chez la femme enceinte, quel que soit le terme de la grossesse. Alors, il faut éviter la cotrimoxazole en relais pour les 2 premiers mois de grossesse. L'antibiothérapie des PNA gravidiques avec des signes de gravité, c'est comme la PNA de la population générale. C'est bêta-lactamine en association avec l'amicacine. Une surveillance clinique maternelle et fœtale est indispensable, bien sûr, en particulier les premiers 48 heures, 72 heures de traitement. Le CBU de contrôle est recommandé et aussi un ECBE mensuel jusqu'à l'accouchement. Oui. Oui, on l'utilise en probabiliste en attendant les résultats de l'antibiogramme. Alors, pour la cystite gravidique, le CBE est aussi systématique. Le traitement antibiotique probabiliste doit être débuté sans attendre les résultats de l'antibiogramme parce qu'il y a un risque d'évolution vers la pyélonéphrite. En première intention, on utilise la phosphomycine tromitamol à dose unique et pivmécilinam est recommandé en deuxième intention. En troisième intention, on peut discuter nitrofurantoine, la cefixime ou bien ciprofloxacine. L'antibiothérapie doit être réévaluée dès que possible selon les résultats de l'antibiogramme et de l'évolution clinique. Bien sûr, un ECBU de contrôle est nécessaire et comme la pyélonéphrite, un ECBU mensuel jusqu'à l'accouchement. Donc, voici le schéma qui représente la conduite à tenir devant une cystite gravidique et devant la colonisation bactérienne. Pour terminer, notre dernier cas clinique, c'est un patient de 68 ans, ancien journaliste, diabétique insulinodépendant, qui se présente avec une fièvre à 39, des frissons, brûlures mictionnelles avec une dysurie et une nicturie s'aggravant ces 3 derniers jours, sensation de pesanteur pelvienne. Au toucher rectal, nous avons une prostate douloureuse, bandelette urinaire, trouve des nitrites et des leucocytes. Alors, quel est votre diagnostic ? D'accord. Donc, actuellement, on ne parle plus de prostatite, on parle d'infection urinaire masculine. Le terme prostatite est abandonné. D'accord. Alors, est-ce qu'on va faire un bilan? Si oui, lequel? Quel bilan vous allez faire? Si vous allez faire, bien sûr. D'accord. Oui. Alors, bien évidemment, il faut faire un bilan parce que les infections urinaires masculines sont hétérogènes. Ils n'ont pas vraiment une symptomatologie spécifique. Ils peuvent aller des formes symptomatiques jusqu'à la fièvre, sans fièvre, jusqu'à choc septique. Alors, en présence de signes fonctionnels urinaires, il faut toujours faire une bandelette urinaire et compléter par un ECBU. Les hémocultures sont indiquées en cas de fièvre. Alors, il n'est pas recommandé de faire le dosage de l'antigène spécifique de la prostate, tout simplement parce que si elle est négative, ça ne permet pas d'éliminer le diagnostic d'infection urinaire. Si elle est positive, il ne permet pas de faire la part entre infection, hyperplasie de la prostate et cancer de la prostate. Parce qu'il peut rester, la normalisation se voit jusqu'à 6 mois après le traitement de l'infection. Il faut faire une échographie des voies urinaires en urgence en cas de sepsis grave ou en cas de suspicion de rétention aiguë d'urine ou de lithiase. L'échographie endorectale ne doit pas être faite parce qu'elle est très douloureuse, donc il faut faire une échographie par voie suspubine. Alors, comment nous allons traiter un malade qui présente une infection urinaire masculine? Par quelle molécule? D'accord. Alors effectivement, les fluoroquinolones sont les molécules de référence pour le traitement des infections urinaires masculines et le cotrimoxazole est une alternative qu'on peut utiliser en deuxième intention. Lorsque ni les fluoroquinolones ni le cotrimoxazole ne peuvent être utilisés, là on aura recours au C3G, la céfotaxime ou bien la ceftriaxone.
La durée de traitement est de 14 jours pour les infections qui sont traitées par les fluoroquinolones ou bien la cotrimoxazole, sauf en cas d'abcès. Alors là, le traitement sera encore plus prolongé. Un traitement prolongé qui peut aller jusqu'à 21 jours en cas d'uropathie sous-jacente non corrigée, lorsque le traitement fait appel à d'autres molécules que fluoroquinolone ou le cotrimoxazole ou bien les bêta-lactamines parentérales. En cas d'évolution pas favorable, il n'est pas recommandé de faire un ECBE de contrôle. Alors, voici le schéma qui représente la prise en charge d'infections urinaires masculines. Alors, j'ai arrivé à la fin de ma présentation. J'espère que c'était utile, que c'était bien. Merci pour votre présence.